Isabelle Fouillou à Julien, à Mont-Dauphin, le 26 février 2025. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à Mont-Dauphin dans ce magnifique lieu pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo de cette série de portraits montagnards. Donc portraits montagnards, ça veut dire que on a choisi des personnes inspirantes liées à la montagne d'une façon ou d'une autre. Et dans cette longue interview, dans cette conversation plutôt, on aura l'occasion de parler des pierres, mais pas forcément de géologie, plutôt de vieilles pierres. De ce qu'on en fait. Voilà. Et puis vous qui nous regardez, comme la conversation risque de durer, elle sera chapitrée, c'est-à-dire que vous pourrez aller directement voir les thèmes qui vous intéressent le plus. Puis après, une fois que vous aurez vu ça, vous aurez envie de regarder tout le reste. Voilà. Donc alors, Isabelle, je t'appelle comment Madame le gouverneur de Mont-Dauphin? Non, même si effectivement on est dans l'ancien lieu du gouverneur, non, j'ai pas cette prétention-là. Administrateur pour l'instant du Centre des Monuments Nationaux, notamment pour Mont-Dauphin. Alors, on a pris l'habitude, depuis la deuxième vidéo de la série, de commencer par une question inattendue. Alors, pourquoi inattendue? Eh bien, simplement, c'est que le portraitisé, on va dire ça comme ça, précédent, pose une question pour le suivant, mais sans savoir à qui il s'adresse. Donc, inattendu. J'espère que c'est pas piège. Ce n'est pas un piège. Là, c'est Pierre Voltier, le précédent. Quid d'un refroidissement climatique au lieu d'un réchauffement climatique? Comment réagiraient les gens? Comment se positionneraient les politiques? Que se passerait-il? Parce que moi, c'est mon rêve, qu'on est à la place de balancer du CO2 dans l'atmosphère, mais que ce CO2, chimiquement, il nous fasse un refroidissement climatique. Que se passe-t-il? On voit qu'il a envie d'avoir froid. Et il adore le froid. Ça, je sais bien. Bonne question. Déjà que les politiques ont du mal avec le réchauffement, alors avec le refroidissement, n'en parlons pas. Moi, je préférais aussi le refroidissement. Je ne vais pas parler pour les politiques, j'en sais rien. Mais quand on voit ce qui se passe effectivement aujourd'hui dans mon domaine, dans le domaine de la conservation, et notamment de la conservation des fortifications, le réchauffement fait du mal, étant donné que dans nos régions, en tout cas, dans les régions qui connaissaient de la neige, du gel, aujourd'hui on connaît plus de la pluie que du gel ou que de la neige, et du coup les fortifications se gorgent d'eau, ce qui n'est pas fabuleusement idéal. Et cette question va très... Bon, je réponds à contrario dans le cadre de ce qu'on connaît aujourd'hui de réchauffement climatique, mais Mont-Dauphin aujourd'hui travaille avec des Européens dans un petit programme européen justement, Erasmus+. Donc c'est un échange entre pairs sur des lieux et entre des gestionnaires de sites fortifiés. Il y a la Finlande avec Suomenlinna, donc l'île qui est au large d'Helsinki, qui est un quartier d'Helsinki, qui a été fortifié par les Suédois et puis après par les Russes, qui eux prennent de plein fouet ce réchauffement climatique, puisqu'ils ont de moins en moins de neige, des températures de moins en moins basses, et depuis bien plus longtemps que nous. Et alors eux, c'est une île qui est aussi classée à l'UNESCO, et qui reçoit 1 million de visiteurs par an. On n'y est pas tout à fait là. Non, on n'en est pas encore là, on a encore de la marge, mais le fait de recevoir autant de monde et que ces massifs de terre qui constituent les fortifications reçoivent le piétinement de ces visiteurs. Donc au lieu que ça soit dur avec le gel l'hiver, c'est gorgé d'eau, c'est mou, et du coup ça ravine bien plus vite. Donc on a des lieux qui sont abîmés avec une vitesse décuplée. Nous on le voit déjà ici depuis 2 ans. 2 ans, on n'a pas de neige, on a de la pluie. Ce que je crains à chaque fois, moi, à l'automne, c'est de voir ces pluies incessantes. Et je me dis, s'il fait moins 15 derrière pendant plusieurs semaines, l'eau va bien sûr se transformer en glace, ça va se dilater, et on sait ce que ça fait après au printemps. Hein. On voit ça d'ailleurs sur
les zones montagneuses. Les rochers dégringolent bien plus vite que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, le refroidissement, peut-être, au contraire, permettrait de geler, c'est le cas de le dire, mais de préserver nos patrimoines, en tout cas ici. Alors, Pierre pensait être le seul à espérer un refroidissement. Finalement, je vais lui dire que vous êtes au moins deux. Oui, moi je préfère le frais et le froid que le chaud. Alors, on parlait tout à l'heure, tu n'es pas la gouverneure de la place, mais conservateur du patrimoine. Avant d'occuper ce genre de métier, comment justement on se forme à ce genre de profession? Un gamin, une gamine qui aurait envie de ça, par quoi il commence? Alors déjà, je pense qu'il faut être passionné pour arriver à tenir des postes comme ça. On l'est tous, tous ceux qui travaillent au Centre des Monuments Nationaux, tous ceux que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, aiment et ils sont vraiment passionnés dans ce qu'ils font. Moi, j'ai fait l'école du Louvre. Je ne me destinais pas à la base pour être dans un lieu bâti. Je me destinais plutôt à être dans un musée, à la base. Et puis, petit à petit, j'ai saisi des opportunités. J'ai commencé à faire des visites guidées l'été, parce que j'avais envie d'avoir des jobs d'été. Et j'ai commencé où? À Mont-Dauphin. Pourquoi Mont-Dauphin? Parce que j'y venais pendant mes vacances, puisque ma mère est née là, ma grand-mère et mes ancêtres depuis le début 18e. Par contre, toi, tu es né ailleurs. Moi, je suis née à Paris. Voilà. Je suis une Parisienne. J'ai fait toutes mes études à Paris, mais mon rêve, c'était de quitter la région parisienne et de venir, pourquoi pas, dans les Hautes-Alpes. Pour moi, il y avait énormément de choses à faire, surtout dans le domaine du patrimoine fortifié. On est au début des années 80, milieu des années 80, et le patrimoine militaire était encore vu de très loin. Moi, j'ai jamais eu de cours. Ah oui. Jamais eu de cours sur Vauban, il n'y avait rien. Il fallait faire l'école militaire pour aller ou l'école de Chaillot pour les architectes en chef, et encore c'était le tout début. Voilà, donc nous à mon époque, je suis un peu vieille maintenant, on pouvait faire de l'histoire de l'art à la Sorbonne, comme j'ai fait. J'ai commencé en double cursus, Sorbonne et le Louvre. Aujourd'hui, quand je vois toutes les formations diverses et variées sur les métiers du patrimoine, ils ont énormément de chance, les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de branches qui leur permettent de toucher à tout, à la communication, à la gestion de projet. Tout ça, ça n'existait pas. Et avec des débouchés. Et avec des débouchés. On connaît des jeunes qu'on a eu en stage et qui aujourd'hui créent leur boîte, donnent des cours à la fac. Enfin, voilà, donc ça fonctionne. Si on est passionné, ça fonctionne. Ouais. Mais je pense que c'est pour tous les métiers. Tous ces portraits montagnards, ce ne sont que des passionnés dans leur domaine. Oui. Voilà. Alors, une formation de base, vraiment, et puis l'arrivée un petit peu en job d'été à Mont-Dauphin, et puis après. Eh bien, en fait, j'ai toujours voulu garder un pied dans les monuments historiques, puisqu'à la base, c'était le Centre des Monuments Nationaux, c'était la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Et c'est elle qui faisait travailler les petits jeunes d'été avec la mairie de Mont-Dauphin. Donc, il y a eu une convention ville d'art et d'histoire qui s'est montée, qui a été signée entre la commune de Mont-Dauphin et la Caisse en 86. Et du coup, j'ai postulé pour prendre un poste en 87 en tant qu'animateur de l'architecture et du patrimoine, puisque c'était le titre de l'époque. Maintenant, ça s'appelle chef de projet. Et j'ai commencé comme ça, en 87. Donc, j'étais très contente de quitter la région parisienne et venir à Mont-Dauphin. Pour moi, c'était mythique. Et j'ai fait 2 ans à plein temps à développer donc, la valorisation de Mont-Dauphin. Donc, on continuait bien sûr les visites commentées, mais mise en place aussi d'un atelier pédagogique pour pouvoir intervenir auprès des classes. Et là, je me suis régalée. À l'époque, il y avait encore des classes uniques. Et notamment, Mont-Dauphin n'a pas d'école.
Et donc les petits élèves qui étaient moins nombreux qu'aujourd'hui allaient à Églier, et Églier chef-lieu, donc à la même altitude que Mont-Dauphin. Et là, il y avait une classe unique qui allait du CM2, non, du CM2, qui descendait jusque grande section. Ah oui. Et ben, moi qui démarrais, le premier jour où je suis allée travailler avec eux, ben, je me suis plantée lamentablement parce que ben, pendant la première demi-heure, on a tout le monde avec nous. Et puis les plus Petit à petits, petit. eh ben, on les a perdus. Donc voilà, ça m'a obligée à revoir, bien sûr, la façon de Apprendre sur le concevoir. tas, en fait. Voilà, de concevoir mon atelier et puis surtout de se faire aider, comme le faisait d'ailleurs l'instituteur à l'époque, hein, que les plus grands aident les plus jeunes, c'est le principe de la classe unique. Voilà, donc c'était de très très bons moments. Et ce qui m'avait sidéré en fin d'année, c'est que je les avais emmenés à Arvieux. Et on avait des élèves qui n'étaient jamais allés à Arvieux. Comme les petits Briançonnais qui n'ont jamais fait de ski, quoi. J'ai eu pire à Briançon. Ah oui. Quand je suis arrivée la première année à Briançon, Parce que là, donc, tu as quitté Mont-Dauphin, là. Oui, alors quand je suis restée 2 ans à Mont-Dauphin et j'ai préparé le concours aussi pour la ville d'art et d'histoire, pour Briançon, où là je l'ai passé en 90, en début d'année 90, et j'ai commencé mon poste un 1er avril. Ce n'était pas un poisson. Oh. Et effectivement, là où je devais aussi monter un service éducatif, quand j'ai travaillé avec des élèves de Pont-de-Servières, il y avait des élèves qui n'étaient jamais allés dans la vieille ville. Ah oui. C'est pire. Ah oui, là, Voilà, ben oui, mais bon, pour beaucoup de Briançonnais, la vieille ville, c'est pour les touristes. Oui. Et encore aujourd'hui. Oui, je suis persuadée. Donc voilà, ça m'avait un peu sidérée parce que je m'étais dit, mais quand même, c'est la ville, c'est quand même un quartier de la ville, mais bon, voilà. Et là, tu t'es dit, il y a vraiment du boulot à faire à Briançon, quoi. Oui, mais bon, Et t'en on as l'a fait. bien fait, on l'a bien fait, oui. Ouais, ça a duré quand même quelques années, ça, Briançon. Je suis restée 26 ans. 26 ans. Donc, le temps de s'installer, d'obtenir ce fameux label Art et Histoire. Alors, moi, on l'avait, le label, j'étais chargée de la mise en œuvre. Ah oui. Voilà, donc j'ai démarré de rien puisque le service du patrimoine n'existait pas. Donc je l'ai créé de toutes pièces. Donc au début, on était 2, 3, puis je suis revenue à moi toute seule. Ah oui, ça a fait des dents de scie. Et puis après, au bout de quelques années, on a réussi à le développer avec une belle équipe de guides conférenciers très, très complémentaire. J'ai toujours trouvé que l'équipe que j'avais avec moi était Ça faisait combien de personnes, ça? On était 6, Ah oui, 7 donc. par an. Ouais. Bon, alors, ils n'étaient pas à plein temps, hein, ils étaient tous avec des temps partiels, avec soit assez peu d'heures, soit un peu plus, mais il y en a eu rarement, voire pas à plein temps. Certains avaient fait le choix d'ailleurs de ne pas être à temps plein pour avoir du temps pour eux aussi à côté. Mais on était très complémentaires, très, très riches justement, avec tous des formations différentes et qui se complétaient bien. Et chacun avait donc du coup des petites missions à lui. Et on a réussi à avancer. Quand on a fêté les 20 ans, il a fallu se remémorer de tout ce qu'on avait fait, faire la liste, on s'est dit, en fait, quand on a fait plein de choses. Ouais. Mais bon, c'est vrai que le territoire se prête aussi à faire beaucoup de choses, parce que c'est particulièrement riche. Qu'on soit à Mont-Dauphin ou à Briançon, côté patrimoine, c'est... Briançon est quand même nettement plus riche, parce qu'on touchait à tout. Non seulement il y a la fortification, ça c'est sûr, c'est ce qu'on voit en arrivant, ça marque le paysage, mais on a les églises, les chapelles, le contenu de ces... Les fresques. Voilà, les fresques, tous les habits sacerdotaux, les sculptures, vraiment, c'est très très riche. Briançon est très riche. Et on a des trésors qu'on ne soupçonne pas. Même encore aujourd'hui. Bien sûr, je suis sûre. Un exemple là Non, mais je pense que la plupart des Briançonnais connaissent mal... alors, on n'a plus autant de monde qui va à l'église. Mais quand on va dans ces chapelles, il y a des petits trésors, ce qui nous a valu une année de prêter un habit de prêtre brodé du début du XVIIIe, qui était référencé au niveau national.
C'est Briançon qui l'a. Et que personne connaissait, Ah bah les sorti du cadre. Bah, je pense que les habitants du hameau, oui, Mais pas au-delà, quoi. mais pas au-delà. Parce que quand on parle des richesses de l'architecture, de la peinture dans les églises, on pense tout de suite l'art baroque en Savoie, alors que si on visite un peu le Briançonnais au sens large, on a quand même un certain nombre de choses. Ah bah oui, je suis bien d'accord. Bah, d'abord, il y a un peu de baroque quand même, Ouais. et puis on a des richesses phénoménales en fresques. Les fresques sont fabuleuses, hein, entre la vallée de la Guisane plus la vallée de la Guisane, la vallée de la Clarée, plus les Cordeliers à Briançon. On est bien lotis quand même. Non, il y a vraiment de très très belles choses. Alors côté Sous-estimées. sous-estimé. Alors côté fortification, bon, quand on pense Briançon aussi bien que Mont-Dauphin, on pense Vauban. Mais quand on est à Briançon, on va jusqu'à Maginot. Et bien même bien avant avec Berwick. Non, avec les Diguières. Les Diguières, voilà. Et oui. Alors si on avait su garder, on aurait pu trouver aussi des éléments romains. Alors pas de fortifs, mais des villas, puisque à la place de la poste, on avait une villa gallo-romaine avec Hippo Co. Bon, ça c'est une période où dans les Hautes-Alpes, on a eu du mal à conserver fin 19e, début 20e, ce genre de choses. On fouillait, et encore pas forcément dans les règles de l'art, et puis après on cassait et on construisait. Bon, ça a été le cas pour Gap. Gap est aussi un bon exemple. À Embrun, pareil, on a cassé les fortifications de Vauban. Il fallait faire de la place. Il fallait faire de la place. Bon, il y a plein de villes comme ça en France, c'est pas... Oui, d'un autre côté, on ne peut pas tout figer non plus. Non, on ne peut pas tout figer. Bon, Briançon, effectivement, pour la fortification, on a toute l'évolution depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au XXe. En partant de la vieille ville jusqu'au sommet, jusqu'à plus de 2000 plus on monte, plus on se rapproche de la période contemporaine. Alors, à Briançon, l'épisode Vauban et l'UNESCO a été un moment fort, je suppose. Oui, ça a été très belle expérience, un challenge enthousiasmant. Qui a duré plusieurs années quand même. Qui a duré plusieurs années. Alors, il faut dire que Briançon a d'abord voulu partir tout seul, puisqu'on avait eu une réunion avec... on avait monté un petit dossier, et on avait eu une réunion au ministère de la Culture pour voir si on était recevable. Et on était parti sur le fait que l'on voulait proposer à l'inscription justement toutes ces strates de la fortification depuis les Diguières jusqu'à Maginot. Et là, le ministère nous a dit non. Aujourd'hui, l'UNESCO souhaite que l'on propose plutôt des biens en série, parce que l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, surtout la France, il y en a déjà trop. Il y a trop de choses inscrites, et du coup, on part non plus sur un site, mais sur un bien en série. Et là, on nous avait dit, partez sur la période Vauban, essayez de joindre vos collègues des villes importantes qui ont de la fortification. Et ça a un peu refroidi en se disant, on n'est pas assez... on n'est pas une grosse ville, on n'a pas le bagage pour prendre le lead, quoi. Voilà, pour prendre le lead. Et dans le même temps, au final, Besançon avait fait à peu près la même démarche, à quelques mois près. Ils ont eu la même réponse, bien évidemment, et eux, par contre, ils se sont sentis de le faire, et ils se sont associés, enfin, ils ont demandé à leur agence d'urbanisme, puisque Besançon avait une agence d'urbanisme, de monter avec eux le dossier. Et du coup, ils ont pris leur bâton de pèlerin. Avant de prendre le bâton de pèlerin, ils ont d'abord monté un petit comité scientifique, notamment avec Nicolas Fauchère, qui leur a fait la liste des villes ou villages fortifiés par Vauban, avec plusieurs critères qu'ils ont croisés pour noter les sites jusqu'à 10. Alors, il y avait l'authenticité, il fallait que ça soit représentatif des sites de plaine, de la montagne, du littoral, enfin ainsi de suite. Des villes neuves. Oui, parce que si on prend tous les sites Vauban... il y en a plus de 300. Il y en a trop. Donc, ils les ont notés sur 10 et ils n'ont retenu, dans un premier temps,
pour faire leur pèlerinage et aller taper aux portes des uns et des autres, ils ont retenu les sites qui avaient 8, 9 et 10. Et c'est comme ça qu'ils ont un jour, voilà, ils sont arrivés à Briançon et à Mont-Dauphin d'ailleurs, pour nous demander si on était prêts à partir avec eux. Et on a dit bah, banco, puisqu'on était intéressés. Donc, en ne prenant que la période Vauban oui, et ses successeurs, parce que bon, voilà, la partie bastonnée, pure, vraiment proche de Vauban, puisque à Briançon, on a quand même pris les forts du 18e sur la rive gauche de la Durance. Et du coup, ça c'était 2004. Oui, 2004. Et on était une quinzaine au tout début, puisque l'angle que l'on avait choisi, c'était l'œuvre de Vauban, pas seulement les fortifications, mais son œuvre, dans sa globalité. Et on y avait donc inclus Bazoches, le château de Bazoches, fief avec son atelier. Son bureau d'études. Voilà, son bureau d'études. Et donc on s'est présenté à 15 et on a monté à 15 pour pouvoir s'asseoir, asseoir le dossier. On a monté une association qui a été créée en janvier 2005. Et notre but, c'était qu'on soit sur la liste indicative de l'État français pour l'année 2007, parce que c'était l'anniversaire de la mort de Vauban. Et tout le monde nous disait, vous êtes fous, un projet comme ça, c'est à 10 ans, vous ne serez jamais prêts. Bon, c'est vrai qu'on avait un challenge court. Et nous avons réussi à monter le dossier en 2 ans, puisqu'il a été remis effectivement en 2007 à l'UNESCO. Il a été instruit pendant toute l'année entre 2007 et 2008. Donc instruit sur le papier. Le dossier, il est là, il n'est pas bien loin, il n'est jamais bien loin. Et en même temps sur le terrain. Donc il y a eu 4 inspecteurs de l'ICOMOS, 2 qui ont travaillé, qui ont planché sur la partie papier, et 2 qui étaient chargés, qui se sont répartis le nord et le sud de la France. Et nous, on a été inspectés par un gars qui était hollandais, Carlos Schreltema, qui est venu, donc, qui connaissait très bien le coin. Comme tout néerlandais, il adorait les Alpes, donc voilà, il était venu plusieurs fois. Et donc, il est venu inspecter Briançon dans l'été 2007. Et la réponse, on l'a eue l'année d'après, en juillet 2008. Un petit peu décalé avec l'année, mais bon, ça marchait quand même, quoi. Non, mais nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on dépose. Déposer, voilà, il fallait pas l'obtenir. Non, il fallait que l'État français nous retienne sur la liste indicative, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que le ministère de la Culture, à ce moment-là, défendait bec et ongle le dossier du Corbusier, qui était aussi sur le même métier que nous. Mais dans un style un peu différent, quand même. Complètement. Et nous, on savait qu'ils n'étaient pas prêts. Et les élus, je me souviens d'une réunion, moi je n'y étais pas, mais les élus avaient été, c'était le grand oral devant le ministère de la Culture, justement, pour avoir cette place sur la liste indicative avant qu'on puisse remettre le dossier. Et on leur avait dit, vous venez à 3. Ils étaient un peu verts tous, parce que bon, sur 15 sites, 3, c'était pas beaucoup. Ils y sont allés. Et puis en sortant, il y avait l'équipe du Corbusier derrière qui enchaînait. Mais eux, ils étaient 20. Oula. Alors là, ils n'ont pas du tout apprécié. Ils se sont dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a vraiment du favoritisme. Et du coup, ce qui nous a sauvés et ce qui a permis au dossier Vauban de doubler le Corbusier pour la liste indicative, c'est le réseau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié dans le montage du dossier, c'est qu'on avait des maires qui étaient de tous bords. Et là, ça a été... Tout le monde marchait dans le même sens, a fait fonctionner ses propres réseaux pour aller vers un seul et même but. Et je crois que c'était Neubrisac, qui avait un très bon contact avec le président de la République, qui était Chirac à l'époque. Et on a joué sur la corde sensible. Chirac était sorti de l'ENA dans la promotion Vauban. Donc on s'est dit, profitons-en. Et c'est ça qui a fait.
qui a fait que on a d'abord on a démontré quand même qu'on était prêt, et puis on a été donc voilà, on a doublé le Corbusier. Et on a bien fait parce que le Corbusier, ils se sont fait rejeter, retoquer 2 fois à l'UNESCO parce qu'il manquait des trucs. Donc voilà, bon, depuis maintenant on est copains, on travaille ensemble. Mais c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, on n'imagine pas les coulisses d'un classement à l'UNESCO. On aurait tendance à dire, le monument, il est là, il est bien ou il n'est pas bien, quoi. Non, il n'y a pas que ça. Dans un dossier, il faut démontrer déjà, on peut le lire, hein, il faut démontrer qu'il est bien entretenu, qu'il y a une volonté, et qu'une volonté qui n'est pas neuve, que ça fait longtemps qu'on fait en sorte de le faire vivre, de l'entretenir. Oui, justement, il y a les projets de faire vivre le bâtiment. Ah bah oui, et pour Briançon, c'était non seulement effectivement montrer qu'on avait depuis plusieurs années engagé des fonds, tant du ministère de la Culture que du département, que de la région et de la commune pour l'entretien, mais aussi on avait une convention ville d'arrêt d'histoire, donc on valorisait tout ça. Et ça a été un point positif pour les communes qui avaient ces démarches-là. Et le fait d'être inscrit n'est pas une finalité, ce n'est qu'un commencement, puisque c'est une inscription qu'on peut perdre. Il y en a d'autres qui l'ont perdue. Et ce qui est encore plus difficile aujourd'hui dans le réseau Vauban et dans un bien en série comme le sont les fortifications de Vauban, c'est que si un pêche, tout le monde morfle, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on n'a pas droit à l'erreur. Mais ça force aussi un peu la solidarité entre les uns et les autres. Complètement, ça c'est clair. Et toute la joyeuse bande du départ a été classée ou est-ce qu'il y a eu un tri qui a été fait? Alors non, il y a eu un tri parce que nous, on était sur l'œuvre de Vauban et le comité a choisi les fortifications de Vauban. Donc tout ce qui était les écrits, la dîme royale, tout ça, toute cette partie-là n'a pas été retenue. Et du coup, Bazoches est sorti du lot. Et également Belle-Île-en-Mer, qui est alors, la citadelle de Belle-Île-en-Mer qui est privée. Et alors, c'était pas parce que c'était privé, mais enfin, curieusement, c'était quand même 2 lieux privés. Qui étaient privés, mais surtout parce qu'ils avaient plutôt une démarche vers le commerce, vers le commercial, et ça a un peu rebuté le comité pour le patrimoine mondial. Bon. Voilà. Mais, donc on est 12. 12 du réseau, donc du fameux réseau des sites dits majeurs. Oui. Alors on a tenté, alors on nous a dit aussi à la sortie que ça serait bien qu'on s'étende un peu. Pour eux, il manquait Lille. Il faudrait s'étendre aussi vers l'Europe. Donc on a tenté depuis ces années-là, on est retourné voir Lille, parce que Lille au tout début avait été dans les prémices, mais dans la citadelle de Lille, il y a l'OTAN. Et il faut quand même ouvrir de temps en temps à la visite ces lieux-là. Donc voilà. Et puis à l'époque, Martine Aubry aussi avait un projet de gymnase aux abords de la citadelle. Donc ça ne pouvait pas faire. Voilà. Et puis ils sont revenus, on s'est rapproché d'eux, on a travaillé pendant 2 ans au moins avec eux pour essayer de voir si on ne pouvait pas justement étendre. Et puis, puis ils ont jeté l'éponge, ils ont préféré partir sur d'autres sujets. Bon, voilà. Et puis, pour côté européen, on voulait, et ça aussi, c'était quelque chose qui avait été mis dans la boucle dès le départ, à Neubrisac, de l'autre côté du Rhin, il y a Vieux-Brisac. Et ils étaient prêts, mais Vieux-Brisac était prêt, mais il fallait que le Land... Oui. Et oui, soutiennent. Et oui, et eux, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas sur la même temporalité que nous, donc on a dit, bon, tant pis, on abandonne. Et puis là, c'est pareil, on a relancé un pont de l'autre côté du Rhin, et puis ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'on réessayera plus tard, voilà. Mais l'œuvre de Vauban, je suppose qu'elle est quand même valorisée au sein de ces sites classés à l'UNESCO. Parce qu'une fois que vous êtes classé, bon, c'est une chose qui est faite, l'œuvre de Vauban, elle ne disparaît pas et vous l'animez, vous la valorisez. Le but, c'est justement, oui, de la conserver,
le but de l'UNESCO, c'est de transmettre aux générations futures. Donc, on va continuer tous, enfin, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire, c'est de conserver, de faire connaître, donc d'animer. Voilà, donc notre but, c'est effectivement de transmettre, mais sous toutes ses facettes, la fortification, mais pas que. Quand on parle de Vauban, on parle du bonhomme, hein, Oui, parce forcément. que justement, Vauban, pour, on va dire, le touriste qui arrive à Mont-Dauphin, il voit le panneau citadelle à l'UNESCO, il pousse un peu, il arrive à Briançon, il voit le même panneau, et il se dit, bon, Vauban, c'est l'effort. Mais Vauban, ce n'est pas que ça. Ah non. On a dit un petit mot de ce Vauban? Oui, alors c'est c'est un humaniste, je dirais un humaniste avant l'heure, qui était très proche de ses hommes, puisque bon, il était d'abord militaire, hein, il a guerroyé hein, avant de dessiner et de faire construire. Et il est dans la réflexion qu'il avait dans la conception de ces fortifications, il voulait toujours économiser l'homme. Parce qu'il savait que c'était primordial d'abord pour défendre hein, ou pour attaquer. Et comme il a sillonné, il a passé sa vie sur les routes, donc il a vu le peuple français souffrir et crever de faim. Et donc il a écrit comme quoi si on avait un couple de cochons, j'ai plus tout en tête, mais enfin bon, on était garanti de pouvoir manger à sa faim et de pouvoir même avoir trop. Et puis, à la fin de sa vie, il a aussi écrit la dîme royale. Ça ne lui a pas forcément porté chance. Ça ne lui a pas porté chance, mais là aussi, il était en avance sur son temps, puisqu'on était à la fin du règne de Louis XIV, où il n'y avait plus de sous, puisque tout avait été englouti, notamment dans les guerres, mais aussi dans le château de Versailles. Et il s'est dit, mais il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les nobles, là où il y a l'argent. Et ça lui a valu effectivement la disgrâce du roi. Bon, c'est l'impôt sur le revenu hein, de ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fait un raccourci. Hein, il a une vie, il a fait des traités sur l'hydraulique. Enfin bon, il a écrit un peu sur tout. Vraiment, c'était un homme d'analyse. Enfin, moi, quand je regarde les plans qu'on a un peu au-dessus de nous, là, quand il arrive dans un lieu, il observe d'abord pour voir où on va trouver du bois, où on va trouver de la pierre, où est l'eau, où sont les fours à chaud, si on a, les pierres d'ardoise. Enfin, il essaye de recenser tous les matériaux localement. Il ne va pas aller chercher à l'autre bout de la France. Travailler à l'économie. Travailler à l'économie. On est en période de guerre, donc en période de crise, donc il n'y a pas d'argent, ou assez peu, donc on fait à l'économie et on fait avec le local. Et on bâtit en fonction aussi de l'architecture locale. Quand on va découvrir des fortifications en Bretagne, par exemple, où les maisons sont avec un seul niveau, il a fait des casernes à un niveau. À Briançon, la caserne, on ne la voit plus puisqu'elle n'existe plus, mais les maisons peuvent avoir 3 niveaux, 4 niveaux. À certains endroits de la vieille ville, il avait fait une caserne avec 3 niveaux. Voilà, il sait s'adapter au lieu, aux matériaux. Et la question que d'autres vont se poser, si on voyage un petit peu partout en France et même un peu à l'étranger, Vauban est partout, comment est-ce qu'il a fait pour faire tout ça? Alors, il est partout, ou en tout cas ses successeurs l'ont copié pendant longtemps. C'est vrai qu'on peut aller à travers le monde et trouver des fortifications, on se dit, oh tiens, Vauban est passé par là. Non, c'est pas lui du tout. Mais il a effectivement essaimé. Mais même dans son travail en France, est-ce qu'il suivait tous les chantiers au quotidien Alors, il ne les suivait pas au quotidien. Quand il venait dans un lieu, il laissait une équipe. Il faisait les premières esquisses et après, il laissait une équipe. Et après, il y avait des courriers entre Bazoches et puis... Voilà, ou ailleurs, parce qu'il n'était pas souvent à Bazoches. Et quand il pouvait, il revenait. Dans les Hautes-Alpes, il est venu 2 fois. Donc une première fois en 1692 pour démarrer les projets. Briançon, il a quand même vu une ville
en reconstruction. Il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a brûlé en début d'année. Oui, quand il arrive. Quand il arrive au mois de septembre, les gens étaient en train de reconstruire. Donc il n'a pas dû voir une ville en grande forme. Ça, c'est très intéressant. Encore une petite perle insoupçonnée, là, qui sont dans les archives municipales, c'est tout le descriptif. Il y a l'inventaire des... Maintenant, ça serait les assureurs. Il y a eu des inspecteurs qui sont venus lister rue par rue, maison par maison, dans quel état elles étaient. Et je crois qu'ils ont fait ça en mai. Il me semble que c'est mai. Pas dire de bêtises, mais à vérifier. Et on peut savoir, telle maison, il lui restait plus que les caves, telle maison, un peu du premier étage, un peu du rez-de-chaussée. Ah non, c'était éloquent. Et je pense que Vauban donc, a trouvé une ville vraiment en reconstruction. Donc tout était à faire. Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que... Pour un architecte, c'est riche, quoi, de Oui, construire complètement. Il n'a pas complètement construit parce qu'il a été obligé de... Les maisons retraçaient quand même le réseau viaire que l'on a aujourd'hui, puisque les gens ont reconstruit sur leur maison. Ce qu'il a pu donner comme conseil, quand même, c'est d'éviter de mettre du bois dans les murs. Ça, il a absolument, en leur disant, ça fait quand même 2 fois dans le siècle que ça brûle. Voilà, il a donné quand même quelques consignes et je pense aussi sur les toitures. Il a lui aussi donné les consignes de ne pas mettre trop de bois ou pas de chaume. Enfin, ici, à Mont-Dauphin, il était libre, parti de rien, d'un table rase. Pourquoi je parlais de ça, en fait oui, donc il est venu en 1692 et quand il revient en 1700, là, il découvre donc une ville avec sa caserne où il dit qu'elle est très mal foutue, très très mécontent, mais il était très râleur. Quand c'était mal fait, il le disait, il l'écrivait. Et je crois que c'était pour Briançon où il disait que les pavés des chambres, il avait l'impression qu'on les avait jetés. C'était son expression. Parce qu'il était perfectionniste. Oui, bah oui, mais il aimait bien les choses bien faites. Voilà. Bon, c'est pas parce que c'est des chambrées de soldats qu'il ne faut pas s'appliquer. Voilà. Donc, ah oui, non, il est rude. Pour Briançon, ça ne lui plaisait pas cette exiguïté des rues. Pour lui, on ne pouvait pas passer avec des charrois, donc c'était pas pratique. Ça devait être encombré, on peut l'imaginer à l'époque. Elles sont quand même relativement étroites. Surtout qu'elles étaient avant en encorbellement, les maisons. En plus, oui. Donc elles se touchaient presque au-dessus de la gargouille. Non, ici, l'avantage de Mont-Dauphin, c'est qu'il a trouvé un plateau vierge de toute construction, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Bien aéré. Ah ça, c'était bien ventilé, plateau des Milords, ça c'est clair. Mais vanté, mais parfaitement placé, puisque on a une vision à 360 degrés sur toutes les vallées environnantes. Et puis bon, les falaises sur les côtés, on rajoute juste un petit mur et on a quelque chose. Voilà, c'est vrai que c'était déjà, pour l'époque, parce que c'est vrai, 17e et 18e siècle, ça ne l'est plus pour les siècles d'après, mais on est défendu effectivement naturellement sur 3 faces. Donc là aussi, à l'économie, on va commencer par le front nord, qui est le seul accessible à pied. Et vulnérable. Et vulnérable. Donc voilà, on commence par juste ce côté-là, et on a les falaises pour le reste, pour le est, ouest et sud. Alors, on quitte Vauban, on revient sur Isabelle. Cette vie passionnante à Briançon s'arrête un moment et tu t'en vas. Oui, alors ça s'arrête un moment parce que je travaillais un peu en concertation avec Mont-Dauphin, ce qui est normal. On est tous les deux, les deux sites sont voisines. Voilà, on est à 32 km, on a des problématiques assez similaires. Et l'administrateur de l'époque était un peu écartelé, il gérait 5 monuments. Donc il ne venait pas souvent à Mont-Dauphin, puisqu'il avait l'abbaye du Toronnais, la cathédrale de Fréjus, le château d'If, l'abbaye de Montmajour, le fort Saint-André et Mont-Dauphin, ça fait 6. Oui, c'est grand zone. Voilà, et donc il en avait discuté avec la présidence de l'époque en disant, voilà, ça serait bien, moi je connais quelqu'un qui connaît bien les lieux, est-ce que ce serait complètement ahuri de proposer qu'elle fasse... il ne savait pas trop sur combien de jours. Bon. Donc quand il est venu me voir, il me dit, voilà,
on ne te propose pas un plein temps. Je dis, bah non, mais ça, je m'en doute bien. J'avais encore des dossiers quand même à mener à bien. Je dis, bah, on va essayer une journée. Parce que voilà, je savais que si je demandais plus à Briançon, Ça ne marchait pas. voilà, le maire m'aurait dit non. Donc, bah, j'ai fait presque 2 ans comme ça, donc une journée par semaine et 4 jours à Briançon. Et là, j'ai touché le fait que c'était 2 façons de travailler complètement différentes. Et puis ici, une journée, bah, je gérais le quotidien. Je ne pouvais pas développer quoi que ce soit. Et c'était un peu frustrant. Donc, il y a eu des départs en retraite. Donc, mon prédécesseur, justement, partait à la retraite. Et c'est là que j'ai fait la proposition au Centre des Monuments Nationaux de créer une circonscription fortification avec le Fort Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Alors, tout le monde me dit « Oh là là, c'est loin !» Ben oui, mais Mont-Dauphin est loin de tous les autres monuments du réseau du Centre des Monuments Nationaux. Donc, le Fort Saint-André, curieusement, en temps, c'est le plus proche. C'est 270 km l'un de l'autre. Voilà, 3h15 de route quand ça roule bien. Et je reste dans la veine fortification en changeant complètement d'époque. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui ai dit, bon, écoutez, on m'a dit oui donc pour le Centre des Monuments Nationaux et j'ai donc fait la demande d'un détachement au maire de Briançon qui ne s'attendait pas du tout à ce que je m'en aille. Il me dit, heureusement que je suis assis, Isabelle. Bah ouais, mais j'écoutais, ça fait 26 ans que je suis là, je pense que c'est bien de laisser la place à des nouveaux. Voilà. Et puis plus j'allais, plus j'avançais dans l'âge, et je me disais, je ne saurais pas aller travailler ailleurs qu'à Briançon. Vu que j'avais commencé, j'ai commencé en 90, j'avais 26 ans. Je m'étais dit, au début, je me souviens, il y avait des collègues qui me disaient, oh là là, ça fait 15 ans que je suis là. Je me dis, peut-être que dans 15 ans, je ne serai plus là. J'arrivais pas à me projeter. En fait, compte, je n'ai pas vu les 26 ans passer. Hein. Je ne me suis pas embêtée du tout, au contraire. Mais voilà, je me suis dit, c'est le moment où jamais j'ai une opportunité, tentons là. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce que j'ai fait à Briançon. J'ai adoré ce que je faisais. Mais voilà, j'avais envie de travailler avec une autre façon, d'autres méthodes. Et je ne suis pas déçue. Voilà. Et puis même si maintenant je travaille avec de nouvelles personnes, puisqu'on vient de changer depuis 2 ans de présidence, et c'est une façon complètement différente de travailler par rapport à Philippe Bellaval qui m'a recruté. Mais voilà, c'est enthousiasmant, c'est des jeunes qui sont là. Non, vraiment, je ne regrette pas. Je m'approche de la retraite, hein, bientôt, encore quelques années, mais ça va aller vite. Mais je me dis que voilà, le Centre des Monuments Nationaux est vraiment un établissement très particulier, unique en son genre, puisque on est une centaine de monuments en réseau, tout à fait différents les uns des autres, hein, puisque ça va de l'Arc de Triomphe au Mont-Saint-Michel, à Carcassonne, Mont-Dauphin, à des grottes préhistoriques, à des villas du XXe siècle. Alors vraiment, c'est un panel. On ne peut pas faire plus divers. Voilà, un panel très complet, avec des collections. Bon, moi, j'ai des monuments sans collection, hein, j'ai la fortification vide. Mais c'est vraiment très, très complet. Et ce qui nous sauve, et surtout pour mes monuments qui sont tous les deux déficitaires, c'est qu'on travaille en système de péréquation. C'est-à-dire que les recettes des grands monuments, j'aime pas qu'on dise ça. Des monuments très fréquentés. Voilà, des monuments très fréquentés abondent pour que les petits puissent vivre à l'année. Sinon, on ne pourrait pas. Ce qu'on sait assez peu, c'est que Mont-Dauphin, c'est, si on compte tout, la masse salariale locale, mais aussi les services supports du siège à Paris, les travaux d'entretien, les travaux de réparation, les travaux de restauration. Certaines années, on atteint ou on dépasse le 1 million d'euros, et on est en gros à 700 000 euros de déficit. Oui, ah oui, pas de rentrée, de déficit. Non, de déficit. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, au sein du CMN, il y a quoi? Il y a 5-6 monuments qui sont bénéficiaires. Qui tirent tout le reste, quoi. Voilà. Bon, on a une nouvelle stratégie
qu'on a défini tous ensemble de façon collective depuis 1 an. Et le but, c'est d'augmenter justement ce nombre de monuments bénéficiaires pour être plus autonome. Alors justement, ta conception du métier, parce que dans conservateur, il y a conservation, ça va peut-être un petit peu au-delà de simplement préserver ce qui existe. Oui, c'est à la fois conserver, c'est-à-dire préserver ce qui existe, mais le faire vivre aussi. Alors ici, je n'ai pas vraiment le rôle du conservateur. À Briançon, j'étais conservateur. Ici, j'ai toujours bien sûr le titre, mais je suis administrateur. C'est-à-dire que à côté de moi, il y a effectivement un conservateur qui, lui, est architecte, architecte urbaniste de l'État, donc le même diplôme, le même concours que l'architecte des bâtiments de France. Ils sont un certain nombre à Paris, enfin basés à Paris, mais ils se répartissent la France entière, donc ils ont une vingtaine de monuments chacun. Et donc je travaille côte à côte avec mon collègue. Je dirais que je suis un peu un lanceur d'alerte sur l'état du monument. Si ça relève uniquement de l'entretien, ça va être effectivement sur le budget du monument que nous gérons ici en direct. Si c'est un peu plus important en montant, en euros, ça sera un ingénieur du patrimoine qui travaille aussi de façon mutualisée, mais qui est en région sud. Et si ce sont des gros travaux, là, ça sera l'architecte en chef. Comme il y en a eu il y a ces dernières années. Par exemple, on connaît encore les travaux qu'on a sur la caserne Rochambeau, avec la restauration de la toiture et de la charpente. Ça, c'est des travaux gérés par l'architecte en chef. Le maître d'œuvre, c'est lui. Le maître d'ouvrage, c'est le Centre des Monuments Nationaux. Alors, dans faire vivre ces monuments, il y a le faire visiter, et puis... Alors, le faire visiter... c'est ce qui paraît le plus naturel. Oui, bien sûr. On commence par ça. C'est d'ailleurs, Mont-Dauphin, la première chose qui s'est mise en route pour faire connaître Mont-Dauphin, ce sont des visites guidées. Et c'est amusant, je repars un peu en arrière, mais la première personne qui s'est lancée là-dedans, c'est un ancien militaire qui travaillait pour le service historique de la Défense à Vincennes, qui avait sa maison d'ailleurs ici, et il avait écrit, c'est M. Golaz, il avait écrit avec sa femme notre Bible à tous sur l'histoire de Mont-Dauphin, puisqu'il avait travaillé sur les archives du service historique à Vincennes. Et je me souviens, moi je le revois à la fin des années 70, il y avait un banc sur la place Vauban et il attendait le matin que les gens viennent se garer. Et il proposait ses services, voilà, et ça a démarré comme ça. Voilà, c'est lui qui a enclenché le processus. Donc, effectivement, les visites commentées, le service éducatif, parce que là aussi, faut toucher les enfants parce que ce sont les adultes de demain. Donc, ça, c'est les 2 premières choses. Mais il faut aussi rendre vivants ces espaces vides, puisque Mont-Dauphin, c'est essentiellement des bâtiments vides. Hein. On a l'Arsenal, la Poudrière. Et là, donc, on y installe des expositions. Et on peut aussi se marier à Mont-Dauphin, puisque dans l'Arsenal, dans la salle basse de l'Arsenal, on peut accueillir 200 personnes. Donc, effectivement, on loue la salle régulièrement au beau jour, parce qu'il n'y a pas de chauffage, donc c'est essentiellement entre mai et fin septembre. Et puis, qu'est-ce que j'oublie ? On y accueille des concerts, puisque le festival les musicales d'Île-Durance ont lieu aussi à l'Arsenal. Voilà, donc on essaye de varier les plaisirs. Cette année, on va accueillir pour la 2e fois les Folies numériques, donc on fait une exposition d'art numérique. Donc là, on est vraiment l'ancien et le plus que moderne, quoi. Oui, complètement, mais je pars du principe que ceux qui viennent faire les visites vont découvrir des expositions qu'ils ne seraient peut-être pas venus voir parce que ce n'est pas leur tasse de thé. Et du coup, ils découvrent peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas soupçonné. Et inversement. Il y a quelques années, on a travaillé aussi avec une petite entreprise locale qui fait des escape games, qui a des fidèles, des trentenaires, qui font tous les escape games qu'ils peuvent mettre en place à droite à gauche.
et qui, du coup, ont découvert mon dauphin sur un angle, puisque l'escape game avait lieu à un moment et dans un seul et même bâtiment. Mais ils sont venus là alors qu'ils ne seraient pas venus. Voilà, et ben, pour les journées du patrimoine, parce que j'aime bien de temps en temps refaire des visites, et pour les journées du patrimoine, surtout parce qu'on voit les locaux, les habitants du territoire. Et là, il y avait une mère et sa fille qui avaient fait l'escape game, qui habitaient à Saint-Crépin, donc pas loin, mais qui n'avaient jamais visité mon dauphin. Et elle s'était dit, on viendra pour faire la visite. Voilà, donc ça veut bien dire que faut pas se cantonner parce que sous prétexte qu'on est dans de l'ancien, ne faire que de l'histoire. Il faut en faire, bien entendu, mais pas que. Quand en 2019, je reçois un petit mail de mon président qui nous dit, les héritiers d'Ousmane Sow cherchent un lieu pour la bataille de Little Bighorn. Vous verriez ça où, à Mont-Dauphin? Bon, moi je l'avais vu quelques années avant sur le pont des Arts à Paris. Entre le voir sur le pont des Arts et l'imaginer à Mont-Dauphin, il a fallu que j'aille retrouver les dimensions, les hauteurs. Il n'y a pas 36 000 lieux, il y a quand même 35 sculptures. Il n'y a que sous la charpente de Rochambeau. Et j'ai proposé cette partie-là parce qu'elle avait été restaurée quelques années avant. Donc ce n'est pas le lieu idéal d'accès. Le lieu idéal, oui, sous la charpente, c'est magnifique. Ça match très bien tous les deux choses, le lieu et l'œuvre fonctionnent fabuleusement bien. Par contre, il est vrai que l'accès n'est pas facile. Mais bon, voilà, c'était cette partie-là qui a été restaurée, on ne pouvait pas faire autrement. Mais alors, ceux qui connaissent Ousmane Sow ont dit « Ah, c'est fabuleux, très bien, super idée ». D'autres se sont au début demandé pourquoi. Et puis quand ils ont vu, ils ont compris. C'est ça qui est bien. Même les gens qui ne connaissaient pas Ousmane Sow ont été emballés. Et quand j'ai fait la proposition à la directrice artistique, qui était l'ancienne compagne d'Ousmane Sow, je suis allée à petits pas parce que je me suis dit, je vais lui montrer un grenier dans la nuit parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, c'était poussiéreux. Et elle a eu le coup de cœur tout de suite. Ouais. Pourtant, elle est venue en mai, par un jour gris, donc pas beaucoup de lumière, et tout de suite. Ça a marché. Elle a eu un coup de cœur et elle est repartie à Paris. 2 jours après, je lui avais donné les plans, elle avait positionné toutes les sculptures. Voilà, donc après, on a eu 2 ans de montage de dossiers. Bon, il y a eu le Covid au milieu, mais montage de dossiers, de trouver des mécènes, parce que tout ça était à Dakar. Donc il a fallu rapatrier l'œuvre de Dakar, donc on a été mécéné pour le transport. Le mécénat, de toute façon, dans toutes ces activités, est devenu indispensable. Là, a toujours existé d'ailleurs. Oui, mais on n'aurait jamais pu faire autrement. Et alors, très curieusement, là encore, le monde est très petit. La femme du mécène, son père a été l'un des derniers gouverneurs de Briançon et de Mont-Dauphin. Donc, quand on lui a parlé de Mont-Dauphin, le monde est petit, mais oui, franchement, quand elle m'a dit ça, je dis, donc c'était gagné. Ouais. On tombe sur des petites pépites comme ça, on se dit, mais le monde est vraiment petit. Alors, dans certains cas, des monuments importants, on pense par exemple au Fort des Têtes, et sinon abandonnés, en tout cas sous-fréquentés, et il y a un certain nombre de projets qui ont vu le jour au fil du temps. Le dernier en date est celui du village olympique pour les Jeux de 2030. Comment tu te positionnes un peu sur ces réutilisations de monuments autres que patrimoniaux ? Alors, je connais pas, j'ai pas vu le projet, donc je me positionne pas là-dessus, mais sur le principe. Moi j'ai toujours dit, quand j'étais à Briançon, j'ai toujours dit que si un jour le Fort des Têtes devait retrouver vie, c'était effectivement un nouveau quartier de la ville, vu l'ampleur, hein, c'est 42 hectares, c'est 1,5 fois la vieille ville. Ouais. Donc, voilà. Et je pars du principe que la préservation, elle passe par le développement. C'est un peu un credo, je dirais, au sein du réseau Vauban. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sauver ces lieux-là. Sinon, c'est un puits sans fond, quoi. Mais oui, et puis c'est tellement grand. C'était à l'échelle du royaume à l'époque.
Et maintenant, c'est à l'échelle d'une commune, qui est une petite commune. Je ne veux pas froisser les Briançonnais, mais tout est relatif. On est une petite commune. Bon, donc, et c'est pas à l'échelle de la commune. C'est d'ailleurs bien pour ça que pour l'instant, c'est encore à l'armée. La ville n'en a pas voulu à l'époque. La ville a déjà le Randouillet, qui n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui, mais bon, on se rappelle quand même de la restauration qu'on a pu faire des 3 casernes, enfin la mise hors d'eau des 3 casernes, hein, quand on se rappelle. Oui, on n'est pas à la restauration. Donc. Voilà, c'est le sauvetage, mais enfin bon, ça a fait partie de... C'était quand même un gros chantier de restauration, mise hors d'eau. Bon. On sait que ça va rester un certain temps comme ça, mais vu l'échelle du Fort des Têtes, ça ne peut être que par effectivement la création d'un nouveau quartier. Il y a la place de tout mettre. Hein. C'est un peu comme l'île de Suomelina au large d'Helsinki, où c'est un quartier de la ville avec une école, une bibliothèque. Moi, j'ai vu, quand j'y étais, on voit, il y a des gens qui vont travailler avec leur petit cartable, qui prennent le bateau et puis qui vont sur le continent. Par là, ils prendront le téléphérique. Voilà, peut-être, effectivement. Mais non, je trouve qu'il n'y a que comme ça que ça peut se... Sinon ça... On se posait la question pendant un temps à se dire, est-ce qu'on est obligé de tout préserver? Est-ce qu'on ne doit pas faire le choix, effectivement, d'en garder un ou deux et de sacrifier les autres. Et de sacrifier les autres. Si, effectivement, il n'y a pas de raison d'être. Moi, je me suis toujours posé la question, si Vauban revenait aujourd'hui, peut-être qu'il nous traiterait de fous. Parce que lui, il a répondu à un instant T, à une crise, à un projet qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus d'actualité. Et il répondait à... Pour lui, une fortification était valable 60 ans. Puisque de toute façon, l'évolution de l'artillerie faisait que rapidement, ça devenait obsolète. Donc peut-être qu'il nous traiterait de fous. Par contre, les bâtiments sont toujours bien debout, et on imagine certains bâtiments actuels, quand ils auront le même âge, ce sera peut-être pas la même chose. Ah, ça c'est même certain. Ça c'est certain. Les matériaux sont pas les mêmes déjà. Les matériaux sont pas les mêmes. On voit bien que des bâtiments qui ont été faits dans les années 70-80, au bout de 40 ans, il y a des grosses restaurations à faire. Donc maintenant, le plus gros obstacle, et on revient au début, c'est le problème climatique. En tout cas, peut-être pas pour les bâtiments, et encore. Mais pour les murs d'enceinte. Mais pour les murs d'enceinte, oui, puisque le principe du rempart, c'est de la terre tassée. Ça, on ne l'imagine pas, hein, mais on a 6 à 10 mètres de terre tassée, donc il y a eu un remue-ménage là, de la part des soldats à l'époque, avec un parement de pierre devant. Donc forcément, quand l'étanchéité au bout de 300 ans n'existe plus, l'eau s'infiltre partout et le parement gonfle et tombe. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, parce que Catinat écrivait à Vauban, pour mon dauphin, 3-4 ans après le commencement des travaux, en disant « ça dégringole déjà ». Donc ça a été continuel, à mon avis. Oui, c'est un travail permanent. Alors avant de conclure, j'aimerais que tu me répondes à une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose. Ah, tu me prends de court là. Qu'est-ce que tu m'as pas posé? De quel siècle est mon autre fortification? Oui. 14e et 15e siècle, puisque on est en Royaume de France. Je suis restée très Royaume de France, moi. Oui. Je suis de l'autre côté du Rhône pour mon autre monument, puisque c'est le Fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. Et il a été décidé par Philippe le Bel pour justement faire face aux Provençaux qui étaient de l'autre côté, sur la rive gauche du Rhône, et défendre le pont d'Avignon avec la tour Philippe le Bel. Et comment est-ce qu'on combine les deux, puisque c'est deux époques différentes, deux types de fortifications, peut-être même deux types de fonctionnement? Alors, fonctionnement dans les équipes, non, enfin pas tout à fait, mais la seule différence, c'est que là-bas, on peut faire de la visite libre, c'est plus facile. Alors qu'ici, à Mont-Dauphin, on peut aujourd'hui découvrir qu'avec une visite commentée. Sinon, le fonctionnement, c'est la même maison, donc on fonctionne de la même façon.
avec une équipe qui est plus importante là-bas, parce qu'on voit presque 40 000 personnes. Ici, c'est 20 000. Quelle était ta question? Ça y est, j'ai perdu. Les différences et les points communs entre les deux. Ah oui, alors, c'est de la fortification. Alors, très, très curieusement, quand j'ai monté le service éducatif à Briançon, je m'étais concocté toute une série de diapos lors de mes petits voyages à travers la France sur justement l'évolution de l'architecture militaire depuis le Moyen-Âge jusqu'à Vauban. Parce qu'on essayait d'expliquer aux enfants, enfin on le fait toujours d'ailleurs, comment on se défendait quand il y avait des arbalètes, des catapultes. Et puis après, petit à petit, avec le canon, pour arriver avec le canon et boulet métallique, plus boulet métallique explosif, à Vauban, et puis après à la suite. Et j'étais allée en 90 au Fort Saint-André, me promener, visiter, et j'avais fait des diapos. Et j'utilisais une photo de la tour des masques du Fort Saint-André. Et quand j'ai dit à mes collègues de Briançon que je partais au Fort Saint-André, Françoise m'a dit « Ah, mais tu ne te souviens pas, dans ton diaporama, il y avait une photo du Fort Saint-André. » Comme quoi, effectivement, j'avais complètement oublié, moi. Voilà, donc c'est toujours dans la logique, hein, c'est toujours voilà, l'architecture défensive. Ça m'a toujours intéressée. Je suis née dedans, hein, la première fois que je suis venue à Mont-Dauphin, j'avais 3 mois. Donc, Ah oui, parce que voilà. parisienne, mais avec des racines quand même locales. Voilà. Donc, et c'est un très beau lieu, tout à fait différent de Mont-Dauphin, mais pas tant que ça, parce que c'est aussi compliqué à l'intérieur. Mont-Dauphin est un mélange de propriété de l'État, culture, État-défense, parce qu'il y a encore un peu de propriété de l'État-défense, de la commune, des privés, des voies, des rues. Et au Fort Saint-André, c'est pareil. Pourquoi? Parce que le bourg primitif de Villeneuve-les-Avignon, qui était le bourg Saint-André, il est au milieu de l'enceinte. Il est dans l'enceinte. Et donc, on a des ruelles toutes les ruelles appartiennent à la commune. On a l'ancienne abbaye Saint-André, qui est un grand espace, ça fait plus de la moitié de la surface, qui est privé. On a des ruines privées, puisque le bourg, il y a des traces encore du bourg, mais qui appartiennent à des privés. Et puis, nous, le Centre des Monuments Nationaux, donc le ministère de la Culture, qui est propriétaire du mont sur lequel a été construit le fort, et toute l'enceinte. Voilà, donc l'imbrication est similaire à ce que l'on a ici. Oui, parce que bon, Mont-Dauphin, c'est une commune en tant que telle. Oui, c'est un village monument, ou un monument village Village. avec une commune qui a toujours existé. Alors c'est quelque chose qui a été pris à la commune d'Aiglier. On est une enclave au milieu dans la commune d'Aiglier. Voilà. Une toute petite commune. C'est la plus petite de la région PACA. Allez, il va être temps de conclure et de penser au portraitisé suivant. Portraitisé homme, femme, qui, je ne sais pas, donc à plus forte raison, toi non plus. Qu'est-ce que tu auras envie de demander à cette personne que je vais rencontrer prochainement? Je vais rester dans mon domaine. Je vais lui poser la question de savoir si elle a déjà visité un lieu inscrit au patrimoine mondial en France, mais qui ne soit pas patrimoine fortifié, donc pas fortification de Vauban. Donc ailleurs que Mont-Dauphin et Briançon. Oui, enfin ailleurs autre que le réseau Vauban. Et il n'y a que l'embarras du choix. Oui, voilà, c'est une question. Isabelle, merci. De rien, merci à toi.